Dernièrement, j'ai lu beaucoup de livres forts en émotions et qui m'ont fait beaucoup réfléchir. Dans les livres que je vais vous parler aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont changé mon quotidien, que ce soit dans ma façon de voir les choses ou dans ma façon de vivre mes émotions. Je vais vous parler de 5 livres, 3 d'entre eux c'est du fictif et les 2 autres c'est plus développement personnel essai. Bon visionnage. L'attrape-cœur de J.D. Salinger. Ce livre est selon moi un incontournable. On suit un adolescent qui va se faire envoyer de l'école et il va avoir peur de rentrer chez lui parce qu'il aura peur de faire face à ses parents. Alors pendant plusieurs jours, on va suivre ses petites balades, mais surtout, on va suivre ses questions. C'est toutes des questions qu'on s'est probablement déjà toutes posées à l'adolescence et qui vont probablement encore surgir dans nos passés à l'avenir. Holden, l'adolescent, se demande le fameux « pourquoi ». C'est quoi la raison de mon existence? Pourquoi je vis? Je trouve que c'est vraiment un bon livre à lire à l'adolescence pendant qu'on se cherche et qu'on découvre un peu la vraie vie. Parce que Holden, c'est ce qu'il vit et on le vit avec lui. Honnêtement, je ne peux que vous le conseiller. Une vie comme les autres de Anya Yanagihara. Cette brique est connue pour sa tristesse et comme un roman très dur à lire émotionnellement. Avant de commencer ma lecture, je voulais être touchée. Je voulais vivre toutes les émotions qu'on m'avait promis et effectivement, j'ai pas été déçue. Il t'en fait vivre beaucoup d'émotions, beaucoup de désespoir, de tristesse et de colère. Parfois, l'odeur te donne un peu espoir, mais c'est pas pour bien longtemps. Et ça fait mal. Donc, de quoi ça parle exactement? On suit 4 amis, Jude, Willem, Malcolm et JB. On vit littéralement avec eux. On les suit autant à travers leur adolescence que leurs vieilles années. On les voit évoluer. Et on s'attache beaucoup à eux, et particulièrement le personnage de Jude, qui est un peu plus présent dans l'histoire. Et il y a une histoire très triste. Et c'est la majorité du temps, c'est son histoire à lui qui fait vivre autant d'émotions et qui a bouleversé chaque personne qui a lu ce livre. Encore à ce jour, je pense encore au personnage de Jude quotidiennement, comme je pense un peu à un vieil ami. Donc je vous préviens, c'est quand même un livre très difficile, donc je vous conseille de vous renseigner sur les trigger warnings, quoique il les a probablement toutes. Et soyez certains que vous êtes dans une bonne passe avant de lire ce livre parce que c'est, comme j'ai dit, très dur émotionnellement. D'ailleurs, j'ai trouvé le début un petit peu long. Quand j'ai commencé le livre, j'ai trouvé ça un petit peu long. Mais en vrai, je pense que il faut y laisser une chance. Donc, si vous le commencez et vous trouvez ça très long, laissez-y une chance, ça vaut vraiment la peine. Et surtout, je pense que ça vous permet encore plus de connaître les personnages et donc de vous attacher encore plus à eux. Donc, je pense que la longueur du début, en fait, même si au début c'est chiant, je trouve qu'au final, c'est pour une bonne raison. Donc, je vais vous laisser avec un extrait. J'ai choisi cet extrait-là parce qu'il m'a marqué, en fait, en tant qu'artiste. Quand j'ai lu ça, j'étais genre « wow ». Donc, dans le fond, ça vient du personnage de JB. Ici, en revanche, on pratiquait l'art parce que c'était la seule chose qu'on n'avait jamais su faire. La seule chose, véritablement, à laquelle on pensait qu'on n'avait pas l'esprit traversé comme tout le monde de ces autres pensées plus éphémères. Le sexe, la nourriture, le sommeil, les amis, l'argent, la gloire. Et quelque part en soi, que l'on se trouvât en train de flirter avec quelqu'un dans un bar ou en train de dîner avec ses amis, la toile était toujours présente, avec ses formes et ses possibilités, flottant à la manière d'un embryon au fond des pupilles. Il y avait un moment, ou du moins on l'espérait, avec chaque peinture ou projet, où l'existence de cette œuvre devenait plus réelle que la vie de tous les jours. Quand, assis n'importe où, on ne pensait plus qu'à retourner à l'atelier, à peine conscient d'avoir renversé une colline de sel au milieu de la table du dîner et d'être en train d'y dessiner ses tracés, schémas et plans, les grains blancs, tels du limon, s'agitant sous le bout du doigt. Le monde de Charlie, de Stephen Chbosky. C'est quand même un roman très connu, en partie à cause de son adaptation au cinéma, mettant en vedette Logan Lerman, Emma Watson et Ezra Miller. Selon moi, le livre et le film se complètent extrêmement bien et je vous conseille autant les deux. Si vous lisez le livre, écoutez le film. Même chose si vous écoutez le film, lisez le livre parce qu'il se complète très bien selon moi. Un autre livre très fort en émotion et étonnamment, ça va peut-être en surprendre plus qu'un, mais il m'a plus touché. Encore plus qu'Une vie comme les autres, malgré l'histoire folle de Jude. Et je me suis demandé pourquoi. Et après avoir réfléchi, je crois que c'est parce que je m'identifie beaucoup plus au personnage de Charlie qu'au personnage de Jude. Charlie qui est le personnage principal du monde de Charlie. Et après avoir lu des avis sur le livre et sur le film, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de personnes qui s'identifiaient à Charlie. Je trouve pas qu'on se ressemble dans ce qu'il a vécu,
parce que Charlie a quand même vécu beaucoup de choses difficiles, vous allez voir, mais plus dans la façon qu'il agit avec les autres et dans son comportement, sa façon de penser. Bref, il m'a beaucoup touchée comme livre, et c'est d'ailleurs écrit sous forme de lettres. Dans le fond, c'est Charlie qui parle sous forme de lettres à un genre d'ami. Et donc, ça fait en sorte qu'on a l'impression d'être l'ami de Charlie et qu'il nous confie tous ses secrets, en gros. Donc, je vous conseille vraiment beaucoup ce livre. C'est rendu un de mes livres préférés, sans dire mon préféré. Et même chose pour le film. Il est incroyablement beau, il est esthétique, je sais pas. Puis, je vous conseille, comme j'ai dit, les deux. Du coup, je me dis que c'est pour des tas de raisons différentes qu'on est comme on est. Et qu'on les connaîtrait jamais toutes, ces raisons. Mais même si on ne peut pas choisir d'où on vient, à partir de là, on peut quand même choisir où on veut aller. On peut faire des choses et essayer de se sentir bien quand on les fait. Je crois que si un jour j'ai des enfants et qu'ils se sentent mal, je leur dirai pas qu'il y a des gens qui meurent de faim en Chine ou d'autres trucs du même genre. Ça changerait rien au fait qu'ils se sentent mal. Et même s'il y a des gens qui sont plus à plaindre que toi, ça ne change pas grand-chose au fait que tu te sentes mal ou pas. C'est comme ce que ma sœur a dit un jour que j'étais à l'hôpital depuis déjà un bon bout de temps. Elle a dit qu'aller à la fac, ça l'inquiétait vraiment, mais que vu la période difficile que je traversais, elle se sentait vraiment débile d'être comme ça. Alors que moi, je vois pas pourquoi elle se sentait débile. Moi aussi, à sa place, j'aurais été inquiet. Et très franchement, je crois pas que ce soit pire pour moi que pour elle. C'est peut-être une bonne chose de relativiser, mais des fois, je me dis que l'essentiel, c'est d'être vraiment là, comme Addison. Parce que c'est normal de ressentir des trucs et d'y faire face en restant soi-même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, durant ces derniers mois, j'ai lu énormément de livres qui m'ont fait réfléchir. Et les 2 livres suivants en font partie aussi. Et j'ai eu envie de m'exprimer à mon tour. Il y a une question qui est revenue souvent dans les livres que j'ai lus dernièrement. Quel est le but de ma vie? Quel sens je veux donner à mon existence? Et je commence à penser que le but de la vie est tout simplement d'être heureux. Ou du moins, d'essayer de l'être la majorité du temps. Mais comment faire pour être heureux? A-t-on vraiment une réponse universelle à cette question? Non. Il y en aura jamais. Alors comment faire? Je sais que mon objectif principal est le bonheur, mais comment faire pour l'atteindre? Évidemment, on ne peut pas être heureux tout le temps. Il doit avoir des moments difficiles pour profiter à 100% des moments de joie. Et si le bonheur était en partie un choix? Tu n'as effectivement aucun impact sur ce que font les autres et sur le monde en général, mais tu peux quand même choisir ta façon de voir les choses et de la façon que tu réagis face à chaque situation. Prenons un exemple simple, très très simple. Si demain, tu te fais frapper par un bus et tu finis paralysé à vie, tu ne peux pas revenir en arrière. Alors il te reste juste à faire un choix. Tu peux te convaincre que ta vie est gâchée, que tu vas rester toute ta vie en fauteuil à rien faire et rester dépressif pendant des années à te répéter dans ta tête pourquoi j'ai sorti ce matin-là. Te répéter la scène encore. Ou tu peux choisir de prendre le temps de faire ton deuil et ensuite te dire « Je suis en vie. Oui, peut-être que je suis paralysée, mais ça reste que je suis en vie. J'ai encore ma famille, mes amis, les gens que j'aime. Je peux encore voyager, rire et pleurer. Selon moi, ça, c'est un choix. Ta façon de voir les choses. Je dis pas que c'est facile. Je dis que tu as le choix de voir le positif ou le négatif, ou du moins, d'essayer de le faire la majorité du temps. Il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Au final, c'est pas en partie ça, le but de la vie. Voir à quel point on est fort. Se battre pour le bonheur, nos valeurs, les projets qui nous tiennent à cœur et les gens qu'on aime. Je trouve ma vie plus simple depuis que j'ai sincèrement pris conscience que le bonheur est en partie un choix. Et j'ai commencé à apprendre à apprécier autant que les petits moments que les gros moments de ma vie. C'est pas quelque chose de simple qui se fait du jour au lendemain. C'est difficile. Et il y a des jours où j'ai envie d'abandonner aussi. Mais ils sont de plus en plus rares. Et c'est selon moi un premier pas vers le vrai bonheur. Les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz. Je ne l'ai pas avec moi parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque, mais croyez-moi que je vais y remédier très bientôt. Ce livre est un des plus connus, en fait, du développement personnel. Quand tu tapes livre de développement personnel sur Internet, c'est dans les premiers qui apparaît. Et maintenant, je comprends pourquoi. Habituellement, c'est pas trop mon truc. Les livres de développement personnel, j'en ai essayé et c'est pas trop mon truc. Mais ce livre-là, il était très facile à lire, il était simple, il passait pas par 4 chemins et donc il m'a très plu. Il allait à l'essentiel et j'ai trouvé ça super intéressant ce qu'il disait.
Ça parle de 4 règles simples à appliquer dans son quotidien. 1. Que votre parole soit impeccable. Parlez avec intégrité, ne dites pas ce que vous pensez. N'utilisez pas la parole contre vous-même ni pour médire d'autrui. La parole est un outil qui peut détruire. Prenez conscience de sa puissance et maîtrisez-la. Pas de mensonges ni de calomnie. 2. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de la réalité de leurs rêves. Lorsque vous êtes immunisé contre cela, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. Par exemple, si quelqu'un vous insulte, c'est son problème. Ce n'est pas le vôtre. Ne vous vexez pas et ne vous remettez pas en question pour autant. 3. Ne faites pas de suppositions. Ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Communiquez clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drames. 4. Faites toujours de votre mieux. Votre mieux change d'instant en instant. Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux et vous éviterez de vous juger, de vous culpabiliser et d'avoir des regrets. Si vous échouez, évitez de vous culpabiliser et d'éprouver des regrets. Tentez, entreprenez, essayez d'utiliser de manière optimale vos capacités personnelles. Soyez indulgent avec vous-même. Acceptez de ne pas être parfait ni toujours victorieux. Au premier abord, ces 4 règles-là peuvent paraître un peu simplistes et évidentes. Mais c'est très rare que tu rencontres quelqu'un qui applique vraiment ces 4 règles-là dans la vie. Et effectivement, pour essayer de les appliquer dans ma vie quotidienne, c'est quand même très difficile. Si on prend par exemple le point 3, c'est parfois difficile de communiquer avec les autres parce que c'est s'ouvrir aux autres et donc faire confiance. Et comme j'ai dit, depuis que j'ai lu ce livre, on dirait que ça m'a fait prendre conscience de l'importance de ces 4 règles-là. Et j'ai essayé de les appliquer dans mon quotidien. Et sincèrement, j'y vois une différence, surtout niveau communication et l'amour propre, l'amour envers soi-même. Souvent, on est beaucoup plus difficile avec nous-mêmes qu'on l'est avec les autres. Comme il dit, quand on change sa façon de penser, alors on change sa façon de vivre. Le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Avant de commencer, est-ce que vous connaissez le mythe de Sisyphe? Pour avoir osé défier les dieux, Sisyphe fut condamné dans le Tartare à faire rouler éternellement jusqu'en haut d'une colline, un rocher qui en redescendait chaque fois avant de parvenir au sommet. Dans ce livre, Camus aborde le sujet de l'absurde. Donc, c'est quoi l'absurde selon Camus? Je vais essayer de l'expliquer, mais c'est quand même assez compliqué. Je vais essayer d'être clair comme je peux. C'est un peu le mot qu'on donne à la contradiction qu'il y a entre la quête de sens, son besoin de donner un sens à l'existence, et l'irrationalité du monde. Selon lui, c'est futile de chercher un sens dans un monde incompréhensible. L'absurde, en fait, est né de tout ça. D'un côté, il y a l'homme qui veut à tout prix donner un sens à son existence, et il y a l'univers qui est juste incapable d'y donner une réponse. Maintenant, avant de passer à la suite, laissez-moi vous lire un petit extrait de Camus, qui est justement en lien avec le mythe de Sisyphe que je vous ai expliqué tout à l'heure au début. On a compris déjà que Sisyphe est le héros absurde. Il l'est autant par ses passions que par son tourment. Son mépris des dieux, sa haine de la mort et sa passion pour la vie lui ont valu ce supplice indicible où tout l'être s'emploie à ne rien achever. C'est le prix qu'il faut payer pour les passions de cette terre. Tout au bout de ce long effort mesuré par l'espace sans ciel et le temps sans profondeur, le but est atteint. Sisyphe regarde alors la pierre dévaler en quelques instants vers ce monde inférieur, d'où il faudra la remonter vers les sommets. Il redescend dans la plaine. C'est pendant ce retour, cette pause, que Sisyphe m'intéresse. Cette heure qui est comme une respiration et qui revient aussi sûrement que son malheur. Cette heure est celle de la conscience. À chacun de ces instants où il quitte le sommet et s'enfonce peu à peu vers la tanière des dieux, il est supérieur à son destin. Il est plus fort que son rocher. Si ce mythe est tragique, c'est que son héros est conscient. Où serait en effet sa peine si à chaque pas, l'espoir de réussir le soutenait? Il faut savoir que les œuvres de Camus sont séparées en 3 cycles. À chaque fois, c'est composé d'un roman, d'un essai et d'une pièce de théâtre. Aujourd'hui, on s'intéresse au cycle de l'absurde, qui est composé de L'étranger, le mythe de Sisyphe et Caligula. Et sincèrement, je vous conseille de lire L'étranger avant le mythe de Sisyphe parce que le personnage principal dans L'étranger nous permet de comprendre mieux l'absurde dont parle Camus dans le mythe de Sisyphe.
Donc, vraiment, lisez L'étranger avant de lire Le mythe de Sisyphe.